Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Le Kenya est aux prises avec une sécheresse historique qui a des conséquences variées bien visibles. C'est le mode de vie même des Kenyans qui est sérieusement menacé, puisque l'agriculture et l'élevage sont indissociables de leur identité. La journaliste Anne-Marie Provost nous raconte les défis existentiels d'une population particulièrement exposée aux événements climatiques extrêmes. Anne-Marie, salut. Bonjour, Mika. Tu reviens du Kenya pour documenter les effets de la crise climatique. En quoi le phénomène est particulièrement criant dans ce pays-là? Bien, ce que les scientifiques qui étudient la situation nous disent, c'est que c'est vraiment un phénomène climatique qui est sans précédent. C'est la pire sécheresse qui a été enregistrée depuis qu'on a les données sur les précipitations depuis 70 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? C'est que, il y a 5 saisons des pluies consécutives où le niveau de précipitation est vraiment plus bas qu'à la normale. Comment ça fonctionne au Kenya? C'est qu'on a 2 saisons des pluies par année. Une au printemps qui commence, pendant le mois de mars et une à l'automne. Et bon, là, ce qui se passe, c'est que depuis 2 ans, à l'échelle du pays, il y a vraiment beaucoup moins d'accumulation de pluie. Et dans certaines régions qui sont plus arides et semi-arides, ça fait même plus longtemps que 2 ans que la situation perdure. Puis, moi, dans le fond, pourquoi je me suis intéressée au Kenya, mais c'est aussi un phénomène qui touche l'Éthiopie et la Somalie, donc la corne de l'Afrique. Mhm. C'est que, en fait, je suis ce qui se passe dans la corne africaine depuis le début de la guerre en Ukraine, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en blé depuis la guerre. Et là, en lisant de plus en plus sur la situation alimentaire du pays, je me suis rendu compte qu'il y a une sécheresse qui sévissait et que ça commençait à être de plus en plus criant. Et bon, là, moi, je lisais beaucoup de textes journalistiques, mais qui venaient des grandes agences de presse. Mhm. Mais là, quand j'ai vu que la 5e saison des pluies, l'automne dernier, s'enlignait pour être vraiment dramatique, je me suis dit, bon, ben là, ça empire, il faut absolument aller sur le terrain pour voir de nos yeux qu'est-ce qui se passe, l'impact sur les gens là-bas, l'impact sur les communautés là-bas. OK. Puis qu'est-ce que tu as remarqué? Ce qui m'a vraiment marqué quand je suis arrivée, c'est l'ampleur du phénomène. Ce qui rend le phénomène particulier présentement, c'est que c'est une sécheresse qui touche tout le pays. Et on a particulièrement 23 comtés arides et semi-arides du Kenya qui voient présentement un fort déclin de la sécurité alimentaire dans la sécheresse. Mais la sécheresse, elle touche aussi des endroits comme Nairobi, qui sont un peu plus épargnés, mais on le voit, on le sent en arrivant. L'herbe, elle est jaune. Les gens ne sont pas habitués à ça. Il y en a beaucoup qui disent que c'est la première fois qu'ils voient une telle chose. Dans ce contexte, est-ce que les gens arrivent à subvenir à leurs besoins quotidiens? Est-ce qu'ils arrivent à manger tous les jours? Non, vraiment pas. C'est assez compliqué pour les régions les plus touchées. Les gens à qui j'ai parlé dans le comté de Marsabit, au nord du Kenya, plusieurs sont pas capables de manger une fois par jour. C'est plutôt une fois par 2 jours, des fois une fois par 3 jours. Donc, c'est vraiment une situation où tout le monde est affaibli. Mais pour l'instant, on ne peut pas parler de famine officiellement. C'est plus une situation de faim aiguë. Tu parles de sécheresse depuis tantôt. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question sur l'accès à l'eau. Comment ça se passe au Kenya? C'est vraiment plus compliqué. Les rivières sont desséchées. Donc, il y a eu des interventions d'urgence pour approvisionner les communautés en eau. Quand on se promène sur les routes plus au nord, c'est des routes assez désertiques. Puis, on voit souvent des camions-citernes remplis d'eau potable qui se promènent dans les communautés pour que les gens puissent avoir assez à boire. Il y a aussi des réservoirs d'eau, mais c'est souvent de l'eau qui n'est pas de très bonne qualité. Les gens nous disent que ça a un petit goût salé. C'est de l'eau stagnante. Sinon, il y a beaucoup de forage qui se fait dans le sol pour essayer de trouver des sources d'eau.
Puis bon, j'allais dans des communautés où les gens, parfois, doivent marcher 2, 3 ou 4 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Puis je dirais que la soif, c'est sûr que c'est une dimension qui est présente, mais c'est surtout la faim qui a un impact parce qu'il y a presque plus rien qui pousse. Donc, les animaux peuvent souvent arriver à boire, mais ils n'arrivent pas à se nourrir. Les gens peuvent souvent arriver à boire, mais c'est vraiment se nourrir qui est la réelle problématique pour l'instant, même si évidemment la soif est présente. Anne-Marie, tu nous as parlé des effets généraux, des chiffres sur la sécheresse et ses effets sur la population, mais dans la vie de tous les jours, dans le concret, quand tu rencontrais les gens, qu'est-ce qu'ils te racontaient sur cette situation dramatique? Ouais, ben, les gens le vivent vraiment très, très difficilement. Une chose qui revenait tout le temps dans toutes les communautés, les villages qu'on a visités, c'était que les gens avaient jamais vu ça. Puis il y avait beaucoup de panique. Les gens pouvaient pas se référer à rien. Puis un village qui m'a particulièrement marqué, c'est le village de Bala, qui est dans un endroit super désertique du Kenya au nord. Puis quand on est arrivé, on a été accueillis par une jeune femme de la communauté qui connaissait tout le monde, les histoires de tout le monde. Puis elle nous a amenés d'emblée dans la hutte d'une jeune femme dans la vingtaine qui nous a raconté que sa grand-mère est morte de faim il y a à peu près 4 mois. Elle racontait que sa grand-mère, elle faiblissait, elle faiblissait. Il essayait de trouver de la nourriture, mais c'était vraiment pas en quantité suffisante. Elle avait du maïs parfois ou de l'espèce de gruau enrichi. Puis c'est pas la seule personne qui est décédée de faim dans cette communauté-là. Puis bon, après la discussion, elle-même était très, très affaiblie, la jeune femme. Elle avait pas mangé, elle avait sauté plusieurs repas. Donc pendant l'entrevue, à un certain moment, elle s'est étendue sur le sol parce qu'elle était tout simplement fatiguée. Puis bon, après, on a été voir la tombe de sa grand-mère, puis on s'est promené un peu dans le village. Puis on a aussi rencontré des personnes âgées, des aînés qui étaient assis un peu plus en périphérie du village. Il y avait un bouquet d'arbres. Puis eux essayaient de prendre de l'ombre. On était en après-midi, le soleil tapait assez fort, donc ils prenaient de l'ombre. Puis les personnes âgées étaient vraiment très, très affaiblies. Mais on sent vraiment que il y a un peu une ambiance de fin du monde, que les gens, ils arrivent pas à manger, ils ont peur de mourir, puis c'est assez catastrophique ce qui se passe. Puis les personnes âgées essayent justement de se connecter à des expériences qui auraient pu arriver comme ça par le passé, mais ils étaient incapables de le faire. Ils ont jamais vécu ça depuis qu'ils sont très, très jeunes. Puis même dans l'histoire orale, c'est vraiment difficile pour eux de se référer à un événement comme ça qui aurait pu arriver à leurs ancêtres. Mais toi, Anne-Marie, quand tu arrives dans un village comme ça, tu interviews les gens et tu es témoin de cette détresse, comment toi, personnellement, tu le vis? Parce qu'évidemment, tu peux pas sauver tout le monde, mais il doit y avoir un certain désarroi de ton côté aussi. Ouais, ben c'est vraiment une bonne question. C'est généralement des émotions que je vais vivre après coup. Sur le moment, j'essaie de rester en mode travail parce que sinon les émotions, ça t'envahit trop. C'est des endroits qui sont difficilement accessibles, puis tu as devant toi des gens dont la voix doit être portée. Donc tu te dis: «Bon, au moins tu fais ton travail d'écouter avec sensibilité ce que les gens te racontent». Tu essaies de le rapporter de la façon la plus honnête, juste et qui rend honneur à la situation désastreuse qu'ils vivent, puis comme ça leur voix est pas oubliée, puis ce qu'ils vivent, ce sera pas oublié, c'est chroniqué à quelque part, donc Oui, bien ça, on le sent bien et on le comprend bien à travers les photos d'Adrienne Surprenant qui accompagnent ta série d'articles dans Le Devoir. C'est très cru, on sent vraiment le désarroi et le manque de ressources présentement. c'est vraiment un travail exceptionnel qu'Adrienne a fait, effectivement, de pouvoir rendre compte de la réalité puis de l'intimité de ces gens-là. Puis c'est tout d'autant plus important que ça permet d'avoir une image, un visuel de la situation. Puis ça montre que c'est pas juste une situation théorique, mais c'est une situation qui est en fait profondément humaine. Puis Adrienne me disait un truc intéressant, c'est une photographe qui a travaillé vraiment plusieurs années en Afrique, dans plusieurs pays. Puis elle me disait, c'est rare les reportages où on a la possibilité en Afrique de montrer les êtres humains. Généralement, c'est des choses plus génériques, plus détachées. Mais les deux, on avait vraiment une approche de montrer
l'impact profondément humain des phénomènes, puis d'avoir des photos où on voit les gens, on voit les visages, on voit les expressions. Décrocher la une revient après ceci. Les impacts sont donc très concrets et pour comprendre et mesurer l'ampleur de la crise, il faut comprendre à quel point l'élevage et l'agriculture, ça fait partie de l'identité des Kenyans. C'est pas seulement un emploi comme un autre, là. Ah oui, absolument. Tu sais, pour l'agriculture, ça représente plus de 25 du PIB, ça emploie plus de 40 de la population totale. Et là, à la situation de sécheresse, évidemment, il y a les impacts de la guerre en Ukraine. Ça fait fortement monter le prix des engrais. Donc, à cause du coût, il y a moins d'agriculture qui se pratique dans le pays, ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire. Mais en plus de l'agriculture, l'élevage des animaux, c'est vraiment au centre de l'identité kenyane. Il y a 9 millions de personnes sur une population totale de 53 millions qui sont éleveurs. Donc, c'est des gens qui ont des troupeaux de dromadaires, de chèvres, de vaches, de moutons. Puis, ces troupeaux-là sont au centre de la vie des familles nomades. Tu sais, c'est tout pour eux, là. Ils considèrent ces animaux-là comme leur famille même. Là, ce qui se passe, c'est qu'à cause de la sécheresse, bien, il n'y a plus d'herbe qui pousse, ou en tout cas pas assez. Les gens se battent pour les pâturages restants. Donc, les animaux meurent beaucoup de faim et de soif. Puis vraiment, ce qu'on voit en se promenant dans les régions du nord du Kenya, où moi je suis allée, c'est que c'est vraiment devenu des cimetières à ciel ouvert. Donc, on a des carcasses de dromadaires un peu partout le long des routes. En périphérie des villages, il y a des carcasses de moutons, de chèvres, de vaches. Puis les animaux qui restent sont vraiment très maigres. Donc, les éleveurs ne peuvent pas vendre leurs animaux au marché parce qu'il y a presque plus de valeur. Puis leurs animaux sont presque tous morts. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus du tout d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce qui choque particulièrement, c'est vraiment que les dromadaires sont en train de mourir parce que c'est un animal extrêmement, extrêmement résistant qui est vraiment au centre de la vie des communautés d'éleveurs. Quand ils démontent leur hutte pour changer d'endroit, ce sont les dromadaires qui transportent les huttes sur le chemin. Donc, de voir qu'un animal aussi résistant qu'un dromadaire meurt aussi présentement, vraiment, ça choque tout le monde dans les communautés. La faim, ça cause une détresse qui provoque très souvent des conflits, des tensions. Est-ce que c'est le cas au Kenya? Historiquement, dans les clans au Kenya, ça arrive très fréquemment qu'il y ait des conflits. Par exemple, un clan Borana, les hommes, pour prouver leur valeur comme guerriers, vont vouloir aller voler des troupeaux d'un clan adverse Rendille, par exemple. Puis c'est bien vu dans la communauté pour montrer sa valeur. Mais ce qu'on voit avec la sécheresse, c'est que ces situations-là se sont exacerbées, mais pour des raisons de survie maintenant. Le gouvernement est en train de désarmer plusieurs clans, de prendre leurs fusils pour éviter qu'il y ait plus de morts puis plus de blessés. Une situation qui choque beaucoup les villageois, les clans, parce que là, bon, ils se disent, on nous enlève nos fusils, donc on peut plus se défendre, mais en même temps, il y a tellement d'épisodes de violence qu'on comprend aussi pourquoi c'est important de les désarmer. Donc, Anne-Marie, tu me diras si je me trompe, mais il semble qu'il y a également plus de braconnage dans les parcs nationaux. tout à fait, les communautés qui vivent autour des parcs nationaux ont faim. Donc, il y en a qui vont s'aventurer, qui vont aller tuer des animaux dans le parc pour avoir de la viande, pour la vendre ou pour pouvoir manger. La situation, en fait, est assez dramatique dans les parcs à l'échelle du pays. La sécheresse est en train de tuer beaucoup d'animaux. Il y a eu un rapport qui a été fait l'automne dernier qui faisait état notamment de 200 éléphants qui étaient morts dans les parcs et les réserves à travers le pays. Il y a aussi des girafes qui meurent, des buffles, des zèbres qui sont en train de mourir aussi. Nous, le parc qu'on a visité, c'est le parc national de Marsabit, dans le comté de Marsabit. Et on voit les animaux sont vraiment maigres, sont vraiment affaiblis parce que le sol est maintenant sablonneux, alors qu'avant, il y avait de l'herbe haute qui poussait. Maintenant, c'est terreux.
Puis aussi, les puits où les animaux avaient l'habitude de s'abreuver sont complètement desséchés. Ils arrivent quand même à aller à certains points d'eau, mais on voit vraiment que la faune et la flore aussi sont grandement impactées par la sécheresse en cours. Avec tout ce dont tu nous as parlé depuis le début de notre conversation, Anne-Marie, on peut s'imaginer que toutes ces conséquences en cascade ont un effet sur la situation sanitaire du pays. Notamment au niveau de la malnutrition, chez les enfants, puis les femmes enceintes et qui allaitent, ça préoccupe particulièrement. Il y a quand même près d'1 million d'enfants entre 6 mois et 5 ans qui sont en situation de malnutrition présentement au Kenya. Il y a des dispensaires qui sont des espèces de cliniques communautaires en milieu rural qui sont présentement très mobilisés pour venir en aide aux communautés, donc des infirmiers, des agents de santé communautaires qui se promènent dans les villages, dans les huttes pour faire une recension des impacts sur les gens, puis comment leur donner des suppléments, par exemple, nutritifs. On se doute bien que tout ça a des effets sur tous les secteurs sociaux et économiques du pays. L'éducation aussi doit subir les effets de la sécheresse. Ah oui, absolument. Donc, on s'est rendu dans une petite communauté à North Shore. North Shore, c'est un village planté dans le désert, dans le nord-ouest du comté de Marsabit. Pour se rendre là, il faut circuler idéalement dans un 4x4 ou un Land Cruiser sur des petites routes de terre désertiques, puis ça prend environ 4 heures se rendre là-bas. Puis c'est un village où il y a beaucoup de communautés d'éleveurs qui envoient leurs enfants à l'école à proximité. Donc, le directeur d'une des écoles a bien voulu nous faire visiter. C'est une école pour petites filles qui sont de niveau primaire et du début secondaire. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'arrivent pas à manger, qui ont un repas peut-être une fois ou 2 jours. Donc, on a suivi une petite fille à 6 heures le matin. Elle se levait pour aller à l'école. Puis, sa tante pouvait pas lui faire à manger parce qu'elle a plus d'animaux, elle a plus d'argent. Donc, la jeune fille s'est rendue à l'école le ventre vide. Puis, sur l'heure du dîner, pendant la pause dîner, elle revient à la maison. Mais encore une fois, sa tante ne peut pas lui cuisiner parce que cette journée-là, elle a tout simplement pas assez pour lui faire à manger. Donc, la petite fille rentre à l'école l'après-midi et elle a toujours pas mangé. Puis là, il faut s'imaginer que c'est aussi dans une grande chaleur. Il fait environ 40 degrés dans ces coins-là. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans cette situation-là. Puis j'ai discuté avec une enseignante qui me disait que l'après-midi, c'est presque impossible d'enseigner parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas mangé depuis le matin, depuis même la veille. Puis, elles ont de la difficulté à se concentrer. Elles sont évachées sur leur bureau. Elles ont de la difficulté à suivre. Puis ce que les jeunes filles nous racontent, c'est qu'elles n'arrivent pas à étudier, tout simplement. Leurs notes en pâtissent. Il y a même des jeunes qui ne vont tout simplement plus à l'école, qui disent « Ah, je suis trop malade pour aller à l'école aujourd'hui », mais en fait, ce que l'enseignante et le directeur nous disent, c'est que en fait, elles ont juste trop faim pour aller à l'école. Face à une crise de cette ampleur-là, comment les autorités réagissent? Il y a quand même plusieurs initiatives qui se font. Le gouvernement kenyan est quand même assez fonctionnel. Donc, le gouvernement, par exemple, va organiser beaucoup de distribution de nourriture dans les communautés les plus touchées. Ils vont distribuer des sacs de riz. Ils vont distribuer de l'huile pour faire cuire les aliments. Il y a aussi de l'eau qui est distribuée. Il y a aussi des subventions, par exemple, pour aider les fermiers, mais aussi pour aider les éleveurs qui perdent leurs troupeaux. Il y a aussi une grande mobilisation des agences internationales et d'ONG qui font des dons en argent et en nourriture. Donc, il y a le Programme alimentaire mondial qui est quand même assez actif. Il y a USAID, qui est l'Agence de développement international des États-Unis. Il y a aussi la Croix-Rouge, puis plein d'autres organisations qui viennent de différents pays. Ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est des programmes de suppléments alimentaires pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et qui allaitent. Donc, on leur donne soit des céréales enrichies ou des espèces de petits tubes de protéines. Aussi, il faut mentionner que le Programme alimentaire mondial a récemment appelé à une aide de 88,5 millions de dollars US pour venir en aide aux communautés les plus touchées par la sécheresse au Kenya.
Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est que malgré toute cette aide-là, malgré tous ces programmes-là, c'est vraiment pas suffisant pour que tout le monde puisse manger au moins une fois par jour. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite, Anne-Marie? Donc, pour la suite, les prédictions s'annoncent encore très mauvaises pour la saison des pluies qui doit débuter ce mois-ci en mars. Déjà, on est dans une situation sans précédent au niveau de la sécheresse au pays. Puis, si on a une 6e saison des pluies qui est catastrophique, ça va encore plus empirer les choses dans un pays qui n'est pas du tout habitué de vivre une telle situation. C'est la première fois en 70 ans, comme je le disais un peu plus tôt. Pour l'instant, les chercheurs avec qui j'ai discuté sont en train de se pencher sur jusqu'à quel point les changements climatiques sont à l'origine de la sécheresse. Il y a plusieurs signes qui pointent vers ça. Donc, une des chercheurs du département de météorologie du Kenya avec qui j'ai discuté, avec un consortium de chercheurs internationaux, ils sont en train de faire un article scientifique pour voir si ce qui se passe présentement dans la corne africaine est attribuable au changement climatique. Les signes pointent vers ça, comme elle me disait, mais on va avoir les résultats cet été seulement. D'ici là, rien n'indique que la situation va s'améliorer dans le pays. Anne-Marie, merci beaucoup de nous avoir raconté ton voyage au Kenya et de nous avoir permis de comprendre à quel point le quotidien des gens du pays est affecté par cette sécheresse. Merci, Meeker. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Meeker Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.